dans le vocable qu'on voit passer de plus en plus de technologies qui sont liées à l'intelligence artificielle ou d'approches qui y sont rattachées. Industrie 4.0, Internet des objets, apprentissage automatique, apprentissage profond, et les vocables anglais et bien d'autres. Donc, c'est quelque chose qui est très, très présent actuellement et qui le sera de plus en plus au fil des années à venir. Il faut dire qu'on est bien placé au Canada pour être au cœur un peu de ce qui se passe dans la sphère de l'intelligence artificielle. Donc, selon le Global AI Index 2019, bien, le Canada, il est quand même quatrième dans la liste mondiale, donc c'est quand même pas rien. On se démarque, et vous le voyez un peu sur la diapositive, donc dans la catégorie talent, au niveau de la stratégie nationale en intelligence artificielle, donc une stratégie pan-canadienne qui a été lancée en 2017, environnement d'opération, impact commercial, 5e place. Donc bref, on peut dire, et ce qu'on retient de ce côté-là, c'est qu'à l'échelle canadienne, on est dans une position enviable. Donc, en termes de recherche et d'innovation, il y a des avancées importantes, des efforts importants et des perspectives extrêmement intéressantes donc à l'échelle nationale. Dans ce contexte-là, je parlais d'investissements importants. Eh bien, vous le voyez, si on se reporte en 2017-2018, on parlait de 405 millions de dollars qui étaient investis pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle, dont 100 millions au Québec. Ça implique, entre autres, le développement de centres de recherche spécialisés, par exemple Vecteur à Toronto, par exemple le MILA à Montréal, dont vous avez sûrement entendu parler. Ça implique évidemment beaucoup de dynamisme autour de cet écosystème-là, parce qu'on a un pôle de recherche, et on l'a vu tantôt, qui est très fort, un pôle d'innovation qui est très solide. Eh bien, ça veut dire aussi qu'il y a une économie qui se développe également autour de ça, donc des jeunes pousses, des startups. On en parlait de 650 entre 2017 et 2018, une augmentation de 27 %, donc encore là, c'est pas rien. Et si on regarde sur les marchés technologiques en Amérique du Nord, bien, on a quand même Toronto qui va chercher la 4e position. Encore là, c'est pas rien, considérant la force et les investissements et les acteurs et les joueurs qui sont dans différentes régions, dans différentes villes à l'échelle nord-américaine. Donc, c'est pas rien d'avoir Toronto en 4e position. Et donc, ça veut dire aussi que dans un contexte comme celui-là, bien, on voit que c'est une priorité d'importance au niveau canadien. Ça l'est aussi sur le plan québécois. Donc, le Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation avait identifié le développement de l'intelligence artificielle comme l'une des 12 priorités pour le Québec dans son rapport. Donc, ça, c'est en 2017, parce qu'au Québec, entre autres avec le MILA, entre autres avec l'IVADO, entre autres avec l'Institut Intelligence et Données, eh bien, il y a une masse de chercheurs importante, donc à l'échelle provinciale. Et également, on y trouve, dans le fond, une masse critique d'entreprises, d'investisseurs, d'organismes, d'acteurs. Donc, ça fait qu'on a un écosystème qui est quand même très complet autour de l'intelligence artificielle et ça, effectivement, c'est précieux. Et donc, dans un contexte comme celui-là, bien, si on regarde un peu comment ça se passe sur le plan entrepreneurial, sur le plan d'entreprise, eh bien, et ça, on se reporte à l'échelle nationale, 84 % des dirigeants d'entreprises canadiens estiment que l'IA va transformer de façon significative leur approche d'affaires au fil des 5 prochaines années. Ça, c'est PwC qui le dit, PricewaterhouseCoopers. C'est pas rien. En fait, parce que je voulais vous montrer qu'on voit un peu qu'il y a un impact, une place importante de l'IA dans la sphère de l'innovation, dans la place de l'économie, de la place qu'on lui donne, eh bien, ça sous-tend également, donc on le disait, des startups, des entreprises en démarrage, mais également, ça sous-tend un virage vers l'intelligence artificielle, vers le numérique qui est fait de manière assez large. Et donc, ici, on voit que les gens, que les dirigeants, du côté de l'entreprise à tout le moins, mais assurément ailleurs, ont conscience du poids que ça va avoir et de l'impact que ça va avoir sur leur processus organisationnel. Par contre, et ça, c'est toujours le par contre, ce n'est pas nécessairement une transition qui est facile à faire et à bien faire. Et on remarque qu'il y a peut-être des enjeux, entre autres, en lien avec les données, la disponibilité des données, qui devra être en cours, éventuellement adressée. Au niveau québécois et même au niveau macro, regardons dans la région de Québec, c'est Québec International qui sortait ce chiffre-là que je trouvais aussi intéressant. 55 % des entreprises manufacturières, donc on est un peu dans le spectre de l'industrie 4.0, qui comptent réaliser au moins un projet numérique au cours des 3 prochaines années. Ça, c'était en 2020. Et donc, ça veut dire qu'on a encore là conscience de l'apport que des technologies peuvent avoir sur des processus industriels. Et dans le contexte de l'industrie manufacturière, l'industrie 4.0, bien, nécessairement, on va penser à des approches relatives aux objets connectés, soutenues par l'intelligence artificielle, soutenues par la robotique et autres. Donc, on voit encore là que dans notre région, eh bien, on a également cette sensibilité-là. Alors, donc, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle a un impact important à l'échelle nationale,
a un impact important dans notre sphère économique et chez nos industriels. Et donc, c'est en partie pour ça qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle à cause des possibilités qui lui sont associées. Mais maintenant, j'ai envie qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on se pose la question, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Parce qu'on on lance le terme à tout vent, mais concrètement, est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce que c'est? Alors, j'aurais envie de passer la parole à mon collègue Julien Lemonnier pour vous expliquer, peut-être vous introduire un peu les principes relatifs à l'IA. Alors, Julien, je suis le maître du diaporama. Alors, je t'inviterai peut-être simplement à me dire à quel moment tu veux que je change les diapositives. Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, merci Raymond. Donc, juste une mini-introduction. Je suis Julien Lemonnier. Je suis professionnel de recherche à l'Institut Intelligence et Données. Je fais beaucoup de choses et plusieurs projets d'IA dont je vais vous parler un peu tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais commencer par essayer de définir et introduire rapidement c'est quoi les concepts importants. Je peux aller à la suivante. Alors, l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle, dans cette présentation, je vais un peu fusionner les deux termes, même s'il y a des différences, mais pour simplifier un peu, je vais regrouper les deux termes. L'apprentissage automatique, c'est le champ d'études qui donne à un ordinateur la capacité à apprendre sans être explicitement programmé. Ça, c'est une définition qui a été donnée par Arthur Samel en 1959, et en fait, cette définition, elle est toujours d'actualité. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apprentissage automatique se fait à partir d'exemples ou d'interactions avec l'environnement. Et pour expliquer un petit peu ça, je vais essayer de vous faire un parallèle avec la programmation traditionnelle qu'on connaît un peu plus. Dans la programmation traditionnelle, vous avez une personne qui est souvent un programmeur ou un groupe de personnes qui vont créer un programme et ce programme va être utilisé avec des données dans un ordinateur pour produire une sortie. Un exemple très simple, c'est Word, le logiciel d'Office de Microsoft. Le programme, c'est bien sûr Word. Les données, ce sont les instructions, les textes que vous tapez au clavier. Et l'ordinateur, en faisant un traitement, va vous donner une sortie qui est tout simplement un document formaté avec ce que vous avez demandé. Donc là, on est dans la programmation traditionnelle. L'apprentissage automatique, c'est un peu une sorte de complément. C'est-à-dire qu'en fait, en apprentissage automatique, on va dire, OK, on ne voudrait plus que ce soit le programmeur qui dise, OK, bah, c'est comme ça que ça va fonctionner, le programme, c'est ça, puis on fait juste ça. L'apprentissage automatique, on va consister à dire, OK, j'ai un certain nombre de données, j'ai un problème particulier et ces données sont rattachées à ce problème-là. J'ai un certain nombre de sorties que j'aimerais avoir, donc c'est ça, j'ai des sorties, donc je donne tout ça à l'ordinateur et l'ordinateur va créer un programme ou un modèle, dépendamment d'où on se trouve, et ce programme va pouvoir être réutilisé avec d'autres données pour produire des sorties qui n'ont jamais été vues avant. Donc en réalité, c'est un petit peu un complément. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients, puis je vais essayer de montrer ça un petit peu dans la suite. Donc, tu peux passer. Alors, globalement, quand on veut faire de l'apprentissage automatique, voici un petit peu les grandes étapes qu'on a besoin d'avoir. La première chose, c'est une collecte des données. Je reviendrai un peu plus tard sur les données, juste pour vous expliquer un peu comment on peut qu'est-ce que c'est les données finalement. Donc, au début, il faut récupérer les données qui sont en lien avec notre problème. Il y a une étape où il faut les préparer, les manipuler, les nettoyer, les analyser pour voir si elles vont être exploitables par l'algorithme d'apprentissage. La troisième étape étant l'entraînement du modèle, donc la création du programme, donc, comme je l'ai expliqué précédemment. Quatrième étape, on essaie d'évaluer le modèle. Est-ce que le programme qui a été créé automatiquement correspond à ce qu'on veut par rapport à notre problème? Et il y a un élément très important qu'il faut noter, c'est qu'en intelligence artificielle ou en apprentissage automatique, le résultat du modèle ne sera pas comme un programme que vous avez l'habitude ou qui ne sera pas tout le temps de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une certaine incertitude sur la sortie du modèle et ça, c'est inhérent à l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui
qui ne s'applique pas à tous les problèmes qu'on rencontre. Et la cinquième étape, une étape très importante, c'est l'étape d'amélioration. Si on veut que le modèle qu'on utilise ou le programme soit pérenne dans le temps, il va falloir qu'on l'améliore régulièrement parce que le monde dans lequel il va évoluer, les données qu'on va lui fournir vont évoluer également. Et si on a des problèmes qui sont reliés, comme la majorité des problèmes en IA sont reliés au monde autour de nous, eh bien, le monde autour de nous évolue et donc il faut faire évoluer le modèle de la même manière. Tu peux passer à la suivante. Alors, j'ai parlé des données. Ça, c'est l'élément essentiel, en fait, quand on fait de l'apprentissage automatique, c'est qu'il nous faut des données. Alors, pourquoi on a ces données qu'on appelle massives et pourquoi on a besoin d'une telle quantité de données? Alors, les données qu'on a besoin répondent ont certaines caractéristiques. La première des choses, c'est qu'on a besoin d'un grand volume de données. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour avoir des logiciels efficaces et pour avoir des programmes efficaces d'intelligence artificielle, il faut une quantité de données qui peut être de l'ordre de grandeur de 1000 à 1 million de fois plus importante que les données qu'il y a sur vos disques durs. Donc là, on parle vraiment d'une grande quantité de données. Mais il y a d'autres caractéristiques qui sont importantes. C'est principalement la vélocité. Donc, la vélocité, c'est étudier la vitesse à laquelle les données sont générées. Très souvent, les données sont disponibles de plus en plus en temps réel. Ce qu'il faut bien prendre en compte également, c'est qu'il y a une certaine variété des données. On ne parle pas juste de données structurées comme il peut y avoir dans un tableau Excel ou une base de données classique, mais il peut y avoir aussi des images, du texte, des capteurs, du son, etc. Et ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est que ces données proviennent de différents projets. Donc, elles ont été récupérées de différentes manières, pas forcément avec les mêmes genres de méthodologies. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte cet aspect-là quand on traite ces données-là. Quatrième point, c'est la véracité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les données peuvent devenir rapidement désuètes et donc non correctes. Et donc, c'est important d'évaluer la qualité des données qu'on a en entrée pour être capable de savoir si elles vont être efficaces. Enfin, les dernières caractéristiques, c'est finalement, une fois qu'on a ces données, quelle valeur on veut y donner. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le problème qu'on a à résoudre. Quelle est l'adéquation entre les données qu'on a et le problème qu'on a à résoudre? Et donc, ça, c'est une question qu'il faut se poser également. Tu peux passer au suivant. Alors, quelques exemples, si on prend dans le domaine médical, mettons qu'on peut avoir des problèmes qui peuvent se résoudre avec des données qui sont assez hétérogènes et non structurées. Donc, vous avez des données omiques, donc le génome, l'étude des protéines. Vous pouvez combiner ça avec des données cliniques de patients, des données d'imagerie et aussi des données environnementales qui peuvent donner un grand nombre d'informations sur le contexte de l'individu qui va nous indiquer clairement, qui peut nous indiquer pourquoi il est malade ou pas. Je vais passer au suivant. Alors, quelques exemples d'applications que vous avez sûrement entendu parler. J'appelle ça un peu des applications vitrines parce que pour l'instant, ce sont des applications qui ne sont pas répandues énormément ou qui sont en plus en recherche. Donc, la première, c'est la Google Car, la voiture Google automatique qui conduit toute seule. Donc là, elle est en test intensément sur toutes les routes, je dirais au moins des États-Unis. Le deuxième, c'est AlphaGo. Il y a quelques années, des chercheurs en intelligence artificielle ont réussi à créer un programme qui est capable de battre les meilleurs joueurs du Go au monde. Et enfin, le dernier, Amazon Go, qui n'a rien à voir avec le Go, mais qui s'appelle comme ça Go, pareil. C'est une application, pas une application, c'est un magasin qui permet de ne pas avoir besoin de payer explicitement. C'est-à-dire qu'il va être capable de reconnaître qui vous êtes, quelle quantité de produits vous avez acheté et vous facturer tout ça automatiquement en fonction de quand vous sortez. On va passer au suivant. Alors, ça, c'était des applications vitrines qui montrent un peu les possibilités, mais
en réel, il y a quand même des choses un peu plus concrètes et sûrement des choses que vous voyez de plus souvent de tous les jours. Une des premières, alors je les ai classées un peu en trois grandes catégories, numérique, industrielle et financière. Numérique, vous avez tout ce qui touche à tout ce que beaucoup d'applications de Google, évidemment, la traduction automatique de Google, DeepL qui est aussi un concurrent. Toutes les suggestions que YouTube vous fait sur vos vidéos, ce sont des choses qui sont basées sur l'étude de votre profil et l'étude des vidéos qui sont similaires à celles que vous avez déjà regardées. TikTok fait également la même chose pour proposer et pour un peu orienter les vidéos qui vont être vues par les utilisateurs. Donc là, on est plus dans des applications numériques. Dans le cas des applications industrielles, évidemment, Amazon est quand même un gros joueur là-dedans où il commence à faire beaucoup de gestion d'entrepôts, gestion de produits dans leurs entrepôts via des analyses prédictives pour savoir qu'est-ce qui va être demandé ou pas. Et vous avez sans doute entendu parler aussi des drones autonomes pour la livraison qui va être aussi qui est en cours de test et qui va sûrement être autorisé de plus en plus dans différents endroits. Au Québec, plus près de nous, on a quand même d'autres applications industrielles avec des identifications de sites miniers, par exemple. Et puis, en finance, l'analyse de données financières, ça se fait beaucoup. Exemple, Goldman Sachs qui utilise des applications pour ça. Je peux passer au suivant. Alors, pour finir un peu cette présentation, je voudrais quand même vous donner quelques enjeux qui existent actuellement. Alors, je les ai catégorisés en deux grandes catégories. Les enjeux techniques d'un côté qui sont reliés à la collecte de données. Alors, la collecte de données, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Il y a plusieurs enjeux qui peuvent survenir, notamment sur le fait de ne pas faire la différence entre la corrélation et la causalité. Ce qui peut arriver, c'est que selon les données qu'on a obtenues et la manière dont on les a obtenues, on peut arriver à des conclusions différentes et même des conclusions fausses en disant « Ok, vous voyez, là, tel élément cause telle chose », alors qu'en réalité, il y a juste une corrélation qui n'est pas forcément juste ou qui est trop biaisée. Le deuxième élément, c'est une question d'équité. Donc là, vous pouvez voir le dessin qui présente un jeu de données sur le recensement où on voit un peu, là, on a une présentation du revenu selon les différentes personnes. Et on voit clairement qu'il y a un gros débalancement de données. Et certaines catégories sont vraiment surreprésentées par rapport à d'autres. Et ça peut poser des problèmes parce que si la machine, on dit toujours qu'elle est aussi bonne, enfin, l'intelligence artificielle est aussi bonne que les données sur lesquelles elle a été entraînée. Et là, on peut voir clairement que la machine va être très bonne sur certaines catégories de population et très mauvaise sur d'autres, étant donné qu'elle n'a pas vu beaucoup d'exemples. Donc là, il peut y avoir des problèmes d'équité et de discrimination qui arrivent. Enfin, le dernier exemple, c'est les événements rares. C'est très difficile dans certaines applications de prévoir tous les cas possibles ou de lui montrer des exemples de tous les cas possibles. Et il y a certaines fois, il arrive des catastrophes. L'exemple qu'on a, c'est Tesla, les accidents de voitures autonomes de Tesla, qui n'ont pas prévu certains cas et qui ont fait un accident à ce niveau-là. Tu peux passer au suivant. Les derniers enjeux techniques que je vous parlais, c'est des problèmes là qui proviennent plus de la technique elle-même d'apprentissage automatique. Je vous en parle de trois. Le premier, c'est la robustesse qui consiste à dire comment est-ce qu'on peut être capable de tromper la machine sans qu'elle s'en aperçoive? Et la réponse, c'est oui pour l'instant. On n'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, oui. Il y a des cas où on n'est pas capable d'être robuste aux variations qu'il pourrait avoir dans les données d'entrée. L'exemple ici que je montre, c'est un panneau stop auquel on a collé certains petits carrés blancs et noirs. Et juste en mettant ces panneaux-là, là, c'était sur l'exemple de la voiture autonome de Google. La voiture autonome de Google, avec ses petits carrés blancs et noirs, va reconnaître ce panneau comme étant une limite de vitesse à 70, je pense. Donc là, on voit clairement qu'il y a un énorme problème de robustesse à ce niveau-là. Et pour l'instant, on n'a pas de solution générale technique pour résoudre ce problème.
La deuxième, c'est la notion d'explicabilité. Ce qu'on a actuellement, c'est qu'une machine vous dit, ben, voyez l'image au milieu, l'image du chat, ben, elle va vous dire c'est un chat. OK, pas d'explication. Ce qu'on aimerait avoir, c'est avoir des choses qui disent, oh non, tu peux Ce qu'on aimerait avoir, c'est des choses qui disent ben, c'est un chat parce que j'ai vu une fourrure, parce qu'il y a des oreilles, parce qu'il y a il y a des griffes, etc. Donc, un peu avoir une notion d'explicabilité sur les décisions qui sont données. Et ça, on n'est pas vraiment capable de l'avoir dans le cas général. Le dernier petit problème, c'est les problèmes de confidentialité. De plus en plus, on s'aperçoit que les modèles qu'on génère, on est capable d'interroger les modèles et on est capable, dans certains cas, de reconstituer des données qui ont été utilisées pour l'apprentissage. Dans l'exemple que je vous mets ici, l'image de droite, c'était une image d'une personne qui a été utilisée pour reconnaître en fait son nom. Et juste à partir du nom, les personnes qui ont étudié cet algorithme-là ont montré qu'ils ont été capables, juste à partir du nom et du prénom, ils ont été capables de reconstruire l'image de gauche, donc qui est quand même relativement proche de l'image de droite. Et donc, ils ont été quand même capables de récupérer certaines informations importantes juste à partir du modèle. Donc là, on a encore des problèmes de confidentialité. Et ces trois éléments-là, pour l'instant, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment répondues de manière théorique. Je te laisse la parole, Raymond, pour la suite. Oui, en fait, on va aller du côté de l'Université Laval, voir un peu comment la recherche en intelligence artificielle s'exprime sur le campus. Donc, regarde sur l'Institut Intelligence et Données qui est au cœur de cette recherche-là, mais également au-delà. D'emblée, il faut dire que, dans le fond, la recherche, si j'élargis le prisme à la région de Québec, on a quand même une région qui est très active sur le plan de la recherche et d'innovation en intelligence académique. Donc, un écosystème qui couvre très large et qui couvre littéralement tous les aspects relatifs à la recherche sur les technologies liées à l'intelligence artificielle et la science des données. Donc, dans la mesure où on va avoir des pôles de recherche de pointe sur les infrastructures, qu'on pense aux infrastructures optiques, par exemple, aux infrastructures de calcul haute performance et d'autres. Et donc, il va y avoir cet aspect-là qui va être couvert. On a des centres qui vont plus développer des méthodes, des approches et des applications de technologies liées à l'intelligence artificielle. Et si on va un peu plus loin, bien, on a évidemment tout le spectre et le prisme de la recherche qui se fait sur les données. Et ensuite, on a les usages, donc l'usage qui est fait des données, l'usage qui est fait, l'application qui est faite de ces technologies-là, jusqu'aux impacts sociétaux, donc pour essayer de comprendre, d'analyser quelles transformations sont engendrées par ces nouveaux usages et par leur adoption à une échelle plus ou moins grande selon la technologie. Et ça, dans une variété de domaines. Donc, on a impacts sociétaux, santé, industrie, infrastructure et d'autres. Mais donc, ça donne un portrait d'un écosystème qui est riche et d'un écosystème qui est vaste, je le redis. Donc, dans le contexte plus spécifique de l'Université Laval, eh bien, nous, on a à peu près 50 projets de recherche qui sont actifs au moment où on se parle, qui sont rattachés à l'intelligence artificielle, donc 50 grands projets de recherche qui regroupent, eux, 111 chercheurs différents. Donc, ça nous renvoie un peu aussi à l'importance de l'IA. On en parlait en introduction. Donc, l'idée que la science des données, que l'intelligence artificielle, c'est une implication qui est très panoramique. Donc, ce qui fait qu'on va le retrouver dans une pluralité de secteurs et ce qui fait que les données sont de plus en plus omniprésentes dans à peu près tous les domaines de recherche. Donc, on a vraiment une approche qui est transformatrice de manière très, très large et on peut imaginer au fil des années à venir que ça sera de plus en plus utilisé dans de plus en plus de facultés au sein de plus en plus d'expertises, donc de façon toujours plus vaste que ce qu'il en est actuellement. Mais c'est déjà très vaste quand même. Évidemment, l'Université Laval a ses particularités et voici un peu en triangle ce qu'on a essayé de mettre de l'avant en fait dans l'axe ou dans la particularité qu'on a ici sur le campus de l'Université Laval dans la recherche en intelligence artificielle et en sciences des données. Alors, on voit qu'on s'appuie de façon générale sur des données du monde réel, du monde physique. Et là, c'est très large, ce type de données-là. Ça peut être des données de capteurs, ça peut être des données de courriels, de médias sociaux, de la géolocalisation, mais bref, c'est tout ce qui peut se ramener à l'individu. Donc, on ramène à des données d'imagerie, on ramène à des données médicales, à des flux de circulation dans les villes, à des données biologiques en sciences de la nature, en sciences de la vie. Donc, c'est quand même très large, mais on est vraiment des usagers de données du monde réel
mais dans toute sa pluralité, des données du monde réel qui sont analysées et par le biais de méthodes de traitement et d'analyse de données. Donc, on développe. Il y a beaucoup de recherche qui se fait en ce sens, développer des nouvelles approches, des nouvelles manières de faire les choses ou d'adapter les choses. Un exemple qui me vient en tête, Julien parlait tantôt du fait qu'on a besoin d'un très haut volume de données. Mais ce n'est pas toutes les entreprises. On le voyait dans mes études au départ. Donc, on parlait des entreprises qui étaient parfois un peu, il y avait des lacunes importantes au niveau de la gestion des données ou au niveau de la quantité de données. Bien, par exemple, il y a des recherches de méthodes de traitement et d'analyse de données qui visent à faire de l'apprentissage par peu de données. Donc, d'essayer de réduire à quelques milliers plutôt que quelques millions la quantité de données nécessaires pour faire ces apprentissages-là. Donc, c'est un exemple. Et tout ça, et l'autre facette du triangle qui est très importante, c'est l'approche éthique et socialement responsable. Donc, de s'assurer qu'il y a un respect de ces principes-là qui est fait dans l'ensemble de la recherche qui est menée à l'Université Laval en lien avec ces thématiques-là. Et je le disais tantôt, donc on parle quand même d'une application très, très vaste, une cinquantaine de projets actifs, 111 chercheurs qui travaillent sur des thématiques rattachées à l'intelligence artificielle et à la science des données. Mais ça veut dire aussi que la recherche en IA, en sciences des données, va s'appliquer à différents domaines. Vous en avez là un éventail. Enfin, on a été chercher les domaines où il y en a plus. Il y a des chercheurs qui développent de manière plus intensive avec des processus de données, avec des méthodes de traitement, entre autres éléments. Et donc, ça donne une idée, donc autant des capteurs, des communications, l'assurance, la robotique, l'industrie 4.0, la vision numérique, l'imagerie médicale, le traitement de la langue naturelle, et j'en passe. Donc, on a vraiment encore là un portrait qui renforce la vision très vaste, très large de ces applications-là qu'on mettait de l'avant tout à l'heure. Et dans ce contexte-là, est arrivé l'Institut Intelligence et Données. Donc, l'Institut Intelligence et Données qui a été créé sous l'impulsion de 4 centres de recherche qui travaillent justement sur différentes facettes de l'intelligence artificielle. Donc, le CERVIM qui est en robotique, en apprentissage, vision numérique. Le Centre de recherche en données intelligence géospatiale qui est justement sur tout ce qui est géolocalisé, sur l'image de pointe, le LIDAR, etc. Le Centre de recherche en données massives qui travaille sur les données massives et leur usage en vraiment de la science de données. Et le CIREL qui est, entre autres, sur les transports intelligents. Donc, ces 4 centres-là, sous leur impulsion, s'est construit l'Institut Intelligence et Données. L'Institut qui est venu, lui, pour fédérer les expertises et l'innovation en intelligence artificielle et en valorisation des données dans un esprit multidisciplinaire, en jouant le rôle d'un pôle d'excellence mondiale sur ces sujets et leurs disciplines, donc à l'Université Laval et dans la région. J'ai relu la diapositive. Mais donc, l'idée est vraiment que l'IID viennent donc réunir, rassembler ces expertises-là et leur donne une impulsion additionnelle, si on peut dire, tout en favorisant aussi les croisements à l'intérieur, donc de la recherche sur le campus, entre la recherche menée sur le campus et la recherche menée hors du campus de l'Université Laval, qui est très large, comme on l'a vu aussi, et également avec l'industrie et avec la population. Donc, c'est un mandat qui est quand même assez large. L'idée, c'est qu'au départ, l'Institut est un pôle d'excellence en intelligence artificielle et en sciences des données. Donc, nous, on a été créé par le biais d'un financement de 3,1 millions sur 5 ans du ministère de l'Économie et de l'Innovation, spécifiquement justement pour amener ce pôle-là dans la région de Québec et un peu de l'inscrire en complément avec le MILA et l'IVADO qui sont bien ancrés du côté de Montréal. Et donc, ce qui fait qu'il y a une dynamique de collaboration, exemple avec Mila, qui est installée, qui est bien en place. On a des chercheurs membres qui sont partagés également entre les deux instituts. Et on a une belle collaboration également avec l'IVADO. Donc, il y a vraiment une synergie provinciale, mais avec une volonté justement de développer plus avant les forces régionales. Donc, nos mandats, je vais rapidement là-dessus parce que je ne veux pas tomber dans la poutine administrative, mais je le disais tantôt, donc on est dans la formation, on est dans la recherche, on est dans le rayonnement. Donc, la formation, offrir des activités de formation, soit pour le grand public de sensibilisation, soit spécifiques pour les professionnels, pour les entreprises. La recherche, donc évidemment, on pilote plusieurs projets de recherche donc, qui sont chapeautés par l'Institut, des projets souvent très, très larges, on en reparlera. Et le rayonnement, donc dans la mesure où on vise à stimuler le développement de l'IA dans la région de Québec, à accompagner, s'il y a lieu, les entreprises et les organisations dans l'intégration dans leur virage vers l'IA et également de travailler de concert avec des acteurs à l'échelle internationale et de faire rayonner, évidemment, cette expertise-là bien au-delà de la région. Donc, tout ça en 4 domaines d'intervention, parce que tantôt, je parlais avec le triangle, donc ça donnait un petit cadre. On va aller avec un peu plus de finesse. Donc, les 4 domaines d'intervention de l'Institut Intelligence et Données. Donc, on va parler d'environnement physique. Donc, les 2 premiers axes, on peut dire, sont relatifs à ce qu'on appelait les données du monde réel. Donc, dans l'environnement physique, c'est tout ce qui a rapport à l'environnement. Donc, ma ville, ma maison,
mon quartier, mon territoire, le territoire que j'habite. Donc, comment on est en relation avec ce territoire-là, c'est quoi les données aussi qui caractérisent ce territoire-là. Donc, c'est beaucoup ce qu'on retrouve dans l'environnement physique. Dans le deuxième axe, on est dans la santé et l'étude du vivant. Alors là, on se ramène vers l'individu. Donc, moi, dans cet environnement-là, c'est quoi ma santé, c'est quoi les molécules, c'est quoi mon état biologique, c'est quoi celui des animaux. Donc, là, on tombe dans des domaines, dans des éléments d'imagerie médicale, de sciences somiques, par exemple. On va tomber dans des données de santé, on va tomber dans des données biométriques. Donc, tout ce qui a rapport à l'individu ou à l'être vivant, évidemment, puisque c'est plus large que simplement la santé humaine. Il y a les méthodes, donc ça, on en a déjà parlé tantôt, donc l'idée de faire avancer les différents processus, différentes manières de traiter les données ou de développer l'intelligence artificielle, et les enjeux éthiques et la confidentialité, l'acceptabilité sociale, qui, je le disais, est incontournable et intégré dans l'ensemble des projets qui sont menés ici à l'Institut. Donc, ça, c'est nos 4 axes d'intervention et les 4 axes qui sont portés pour l'instant, puisque l'Institut grandit. On a été fondé le 29 janvier dernier. On a été lancé publiquement, plutôt, je devrais dire, le 29 janvier dernier. Donc, on a pour l'instant 32 chercheurs membres. Il y aura d'autres chercheurs membres qui s'ajouteront au fil du temps, des chercheurs associés, des chercheurs collaborateurs aussi. Mais donc, ça, c'est notre base de recherche, notre puissance de recherche. Donc, 32 chercheurs qui gravitent autour des domaines dont je vous ai parlé tantôt et qui, chacun, développent des approches et des méthodes relatives à l'intelligence artificielle, au traitement de données dans ces différentes facettes, dans ces différents aspects. À l'intérieur de ces 32 chercheurs-là, je parlais des liens avec le MILA, je parlais aussi tantôt de la stratégie canadienne en intelligence artificielle. C'est important de le spécifier. Dans le fond, on a 4 chaires qui ont été lancées un peu avant l'Institut. Donc, en décembre 2019, des chaires Canada CIFAR en intelligence artificielle. Donc, ça, c'est important de le spécifier, c'est qu'il y a à peu près 80 chercheurs qui ont, à l'échelle canadienne, une chaire de ce genre. C'est attribué à des chercheurs qui sont jugés d'importance pour la stratégie nationale, qui sont liés à un domaine prometteur. Et donc, dans le fond, il y en a 4 à l'Université Laval, Audrey Durand, Pascal Germain, Christian Gagné, François Laviolette, tous de la Faculté des sciences et génies, qui sont à la fois membres de l'ID et membres également du MILA. Alors, ça montre aussi qu'au-delà de la collaboration qu'on a avec Mila Ivado, eh bien, donc, ici à l'Université Laval, il y a également une part et une place qu'on a dans la stratégie canadienne en intelligence artificielle, donc aux côtés des différents centres qui sont déjà intégrés à l'intérieur de la stratégie qui est mise en avant par le CIFAR. Et dans le contexte de tout ça, bien, on a vu un peu la puissance en matière de recherche, donc les chercheurs, les axes. Il y a également plusieurs formations qui sont offertes, qu'on pilote. Je le disais tantôt. Donc, la formation qui est peut-être la plus connue à ce stade-ci, c'est la maîtrise professionnelle en intelligence artificielle, en informatique-intelligence artificielle plutôt. Donc, c'est une formation qui est offerte par le département de génie informatique et génie logiciel de la Faculté des sciences et de génie. Nous, à l'ID, on est responsable du volet stage. Donc, on parle d'une formation qui est courte, à peu près des cours et 8 mois de formation pratique sur le terrain. Et je parlais également d'une volonté justement de collaborer avec l'entreprise. Eh bien, ça, c'est un exemple qui n'est pas inintéressant. Donc, où, dans la mesure où on a des entreprises qui arrivent avec un projet, avec une initiative auprès de l'Institut, qui travaillent à développer cette initiative-là, donc et bien définir ce besoin-là. Et ce besoin-là devient ensuite l'objet d'un stage de cours où un étudiant de niveau maîtrise donc, va solutionner ce défi-là, accompagné par un professionnel de recherche de l'Institut Intelligence et Données, pour arriver, après 8 mois de stage, avec justement des solutions qui sont applicables au contexte de l'entreprise. Et donc, ça, on a plusieurs entreprises avec qui on collabore justement pour offrir ces différents stages-là. Il y en a selon les saisons de 14 à 30, selon l'affluence à date, mais on a évidemment une très, très belle réponse de la part du milieu et on a une cible donc de 50 étudiants par année en régime permanent dans ce programme-là. Un programme qui est beaucoup rattaché aussi à un partenariat qu'on a avec Mitax pour l'offre d'unités de stage. Donc, on a un potentiel de 6,4 millions sur une période de 5 ans de stage. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, les stages dont je parlais à la maîtrise professionnelle, eh bien, l'étudiant, il est rémunéré. Donc, l'entreprise va couvrir une partie de son salaire. La grappe Mitax va couvrir une autre partie de son salaire. Il va recevoir, lui,
compensation pour son travail au fil de son processus d'études. Donc, c'est valide pour la maîtrise, mais ça peut être valide aussi dans le contexte de différents projets de recherche où cette grappe de stage-là peut être utilisée. Une des plus importantes, d'ailleurs, grappes de stage à l'échelle canadienne du côté de Mitax. Je mentionne également, puisqu'on est un peu dans les services, que de notre côté, l'Institut Intelligence et Données, on vise à travailler évidemment avec le milieu industriel, donc pas seulement par le biais de formation, mais également par différents programmes d'accompagnement. Donc, on est appuyé par divers programmes gouvernementaux et on peut donc accompagner à l'échelle de quelques heures ou de plusieurs heures, donc le virage vers l'intelligence artificielle d'organisation, d'entreprise. Évidemment, il y a possibilité dans certains cas de développer des programmes sur mesure, d'aller chercher des subventions conjointes et autres, mais dans d'autres cas, les critères de l'entreprise correspondent aux critères de différents programmes et donc il y a possibilité de jouxter ça dans le contexte d'une offre qui est déjà existante. Donc ça, on est bien content de pouvoir l'offrir et encore là, de pouvoir démontrer que la recherche est au profit du développement et de l'innovation à l'échelle régionale. Et un autre élément qui s'est rajouté il y a quelques semaines de ça, c'est le site d'innovation 5G encore de Québec, donc qui est situé en plein cœur du Parc technologique du Québec métropolitain, où là, non seulement il y a un accompagnement qui est offert, par exemple, aux entreprises, mais il y a également des subventions qui leur sont offertes, donc pour soutenir des expérimentations de nature pré-commerciale autour de la 5G, donc pour voir de quelle manière on pourrait l'utiliser dans différentes offres de services, quel impact qu'elle pourrait avoir dans différentes offres de services, développer des approches, mener des réflexions dans des projets de petite, moyenne, grande envergure selon les budgets disponibles et selon les montants qu'on souhaite également comme organisation lui investir. Donc ça revient un peu aussi à ce qu'on disait sur le développement un peu à l'esprit panoramique de la région. Donc là, on est clairement avec la 5G dans des infrastructures qui vont supporter le développement de l'intelligence artificielle et à terme rendre possible la mise en place de différentes approches qui sont développées dans les autres types de créneaux, principalement dans la mise à disponibilité de technologies liées à l'IA ou encore pour soutenir le calcul de données. Et à ça, je fais des mentions très rapides, là, simplement pour dire qu'on a aussi une offre événementielle qui est riche et variée. Si vous avez envie de nous suivre, d'ailleurs, on offre plusieurs webinaires, en fait, à chaque année, à chaque session. Entre autres, à venir, on en a d'introduction. Donc, Julien a esquissé un peu autour de l'intelligence artificielle, mais on en aura deux qui vont s'intéresser à des aspects plus spécifiques de l'application de l'apprentissage automatique, donc le traitement du langage naturel ou NLP, ou encore la reproductibilité. On réfléchit, on met de l'avant aussi des réflexions autour de la gestion des données, donc il y en aura plusieurs qui s'en viennent. Et également, on s'implique dans des événements et dans des activités à l'échelle et à portée régionale. C'est le cas, entre autres, de la semaine numérique, dans lequel on offre deux et plusieurs autres événements auxquels on collabore, donc relatifs à l'IA et ses applications. Évidemment, sur l'information là-dessus sur notre site web, iid.laval.ca. Donc, je vous invite à aller y faire un tour. Pour les prochaines sections, j'ai l'impression, Julien, qu'on pourra ouvrir les deux notre caméra simultanément et se faire un peu de ping-pong, puisqu'on va tomber dans des projets ou des initiatives structurantes qui sont portées par l'ID. Parce qu'il y a un peu deux types de projets qui gravitent autour de l'Institut. Donc, il y a ceux portés spécifiquement par les chercheurs dans le cadre de leurs activités de recherche, auxquels parfois, donc, on peut avoir des professionnels de recherche qui vont collaborer. On a une équipe qui est très dynamique, près d'une dizaine de scientifiques de données ou de chargés éthiques qui travaillent et accompagnent, dans le fond, des étudiants, des chercheurs dans le développement de projets d'initiative, mais également, dans le fond, il y a des grands projets qui sont portés par l'Institut, qui sont administrés par l'équipe ici et auxquels il y a une large participation. Donc, ce qu'on s'est dit pour la présentation d'aujourd'hui, pour en même temps servir un peu d'exemple de potentiel de ce qu'on cherche à faire à l'université, qu'on irait chercher peut-être deux exemples de projets de grandes initiatives qu'on connaît bien, et également qu'on ferait un petit clin d'œil à 5 initiatives qu'on connaît un peu moins, puisqu'on n'est pas au cœur de ces projets-là nécessairement, mais menées par nos chercheurs, chercheuses ici sur le campus. Donc, ce qu'on remarque dans les grandes initiatives, c'est que c'est des projets larges qui impliquent, dans le fond, plusieurs personnes, plusieurs individus. Et entre autres, ça a été annoncé il y a 2 semaines à peu près, le projet Deal Québec, donc financement de 5 ans par le CRSNG, par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, un montage financier qui atteint les 7,5 millions de dollars à l'échelle québécoise, qui atteint presque les 40 millions à l'échelle internationale. Et un projet, je vais te passer un peu la POC aussi là-dessus, Julien, mais qui revient à quand Julien parlait tantôt des enjeux relatifs à l'intelligence artificielle, il parlait entre autres de l'explicabilité, il parlait entre autres des exemples avec Tesla, des cas rares, des phénomènes rares qui peuvent arriver
C'est effectivement un enjeu. Je veux dire, si on se retrouve dans des systèmes critiques, comme par exemple les aéronefs, comme par exemple des usages médicaux, bien, on n'est pas capable à ce stade-ci de garantir hors de tout doute que l'intelligence artificielle va faire ce qu'on peut faire parce qu'on n'est pas dans une même logique de programmation avec une logique d'apprentissage automatique versus l'informatique traditionnelle. Le Word, une fois qu'il est programmé, je le sais que ça va faire du traitement de texte. S'il y a un bug, c'est peut-être plus facile à adresser. L'intelligence artificielle, quand on la programme, c'est pas, pour l'instant, tu le disais tantôt, on n'a pas de garantie absolue. Non, c'est ça, effectivement. Et puis l'objectif de Deal, c'est vraiment ça. Deal, c'est quand même un projet très important dans le sens où il s'attaque à un problème extrêmement compliqué, c'est la certification. En aérospatial, c'est obligatoire la certification et actuellement, on ne sait pas certifier des intelligences artificielles, notamment parce qu'il y a tout ce qu'on disait tout à l'heure, des problèmes de robustesse, d'explicabilité, de confidentialité. Tous ces éléments-là font en sorte qu'on n'est pas capable de certifier les résultats de nos intelligences artificielles. Donc, Deal, en fait, le gros avantage, c'est que c'est un projet qui mène de front un peu tous ces éléments-là dans le cadre de l'aérospatial. Et c'est surtout un projet qui est pan-québécois, donc avec 5 universités, Laval, Polytechnique, l'UQAM, Montréal et l'Université de Montréal et l'Université McGill. Plusieurs fleurons québécois de l'aérospatial, donc Thales, CAE, Bombardier, Bell, Hélicoptère. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'on est rattaché à une initiative européenne qui est pilotée par Toulouse. Donc Toulouse, vous savez évidemment que c'est là que les grosses usines d'Airbus sont implantées. Et donc ils ont un peu le même projet. En fait, ils ont le même projet du côté européen et on y aura des collaborations entre nos deux organismes pour un peu faire avancer ce projet-là à l'échelle internationale. Et en fait, c'est important de le spécifier que et on l'a noté là-dessus, c'est la première grande initiative scientifique majeure avec cette force de frappe-là qui va s'attacher aux enjeux de la certification d'intelligence artificielle. Donc, ça peut potentiellement avoir un effet, ça va avoir, en fait, soyons optimistes, un effet transformateur sur l'applicabilité des technologies liées à l'IA. Donc, si éventuellement on est capable de voir de l'intelligence artificielle embarquée dans un aéronef, ça va être parce qu'on va être capable de la certifier. Tant qu'on n'est pas capable de la certifier, tant qu'on n'est pas capable de l'expliquer, il va avoir une réserve. Donc, il va avoir des éléments qui vont être développés, mais qui ne pourront pas nécessairement être implantés à large échelle. Donc, ça serait intéressant de voir tout ça. Et peut-être qu'on aura l'occasion de replonger, parce que là, le projet, il vient tout juste de démarrer. Il y a quelques semaines, on a eu nos premières rencontres publiques à l'échelle internationale, mais les chercheurs sont là-dessus depuis déjà un certain temps. Donc, c'est un bon exemple de projet d'initiative large. Et Julien, on en a sorti une autre dans laquelle tu es impliqué, qui a été annoncée aussi en début d'automne. Oui, c'est ça. Alors là, c'est un projet dans lequel je suis personnellement impliqué. C'est un projet qui s'intéresse au travail des femmes face à la transformation numérique dans le secteur des assurances. Donc, c'est un projet financé par le Centre des compétences futures qui est à l'initiative de plusieurs unités de l'Université Laval, donc le CRIEVAT, qui est le Centre de recherche d'intervention sur l'éducation et la vie au travail de la Faculté de sciences d'éducation, le CERTIA, qui est aussi à la faculté de l'administration, centre de recherche en technologie de l'information et affaires, l'IID évidemment, l'Académie de transformation numérique, l'Observatoire sur les impacts sociétaux et la chaire de leadership en enseignement des femmes et organisations. Donc ce projet, c'est vraiment un projet multidisciplinaire qui consiste à aller, comme je le disais, rechercher l'impact de l'arrivée de l'intelligence artificielle pour les femmes, donc c'est-à-dire pour les personnes qui sont un peu plus en situation certaines catégories de postes qui sont moins outillées pour l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et le rôle de l'IID dans ce projet-là, c'est d'essayer d'analyser des offres d'emploi pour être capable de dire, dans le futur, ça va être quoi les compétences qui vont être nécessaires pour essayer de garder le poste, pour évoluer professionnellement, etc. Donc, ça, c'est un des rôles de l'IID. D'autres rôles, c'est évidemment, en tant qu'expert en intelligence artificielle, c'est d'aider les autres équipes dans leur compréhension de l'évolution des compétences liées à l'IA et puis d'aider à concevoir des formations adaptées.
Donc, ce projet-là, en fait, il a commencé début de l'année. On en est personnellement à l'idée, je ne parlerai pas des autres groupes parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, mais à l'idée, on en est à essayer de récupérer un certain nombre d'offres d'emploi provenant de différentes compagnies d'assurance. On a des partenariats avec Puissance 11, qui est le regroupement des compagnies d'assurance de Québec. Et évidemment, on a aussi une collaboration avec le SPLA, depuis peu, où on va essayer d'utiliser toutes les offres qui peuvent être fournies au SPLA pour être capable d'essayer de faire ce projet-là. Donc, beaucoup d'espoir d'avoir des résultats assez rapidement là-dessus. Et ça rentre un peu dans la logique où on sait que si l'intelligence artificielle est intégrée dans différents secteurs d'emploi, il y aura des changements sur les emplois. Ça ne veut pas dire nécessairement un remplacement, mais des fois, c'est un peu plus un changement de mandat, une évolution du mandat et des compétences demandées. En fait, c'est très, très probablement pas un changement, une intégration, un remplacement de l'IA. Personne actuellement dit l'IA va remplacer les gens, ou s'il y en a qui le disent, je ne connais pas leurs arguments, mais je suis bien sceptique sur certaines choses. Donc, voilà. Et ça, c'est deux exemples de projets donc, qui sont faits par l'équipe IID. Il y en a d'autres, je le disais tantôt, qui sont faits par nos chercheurs. Juste 5 clins d'œil pour… Encore là, je pense que j'aime bien donner beaucoup d'exemples pour bien voir un peu qu'est-ce qui est mené, qu'est-ce qui est réalisé, quitte à ne pas rentrer dans un détail absolu pour chacun. Mais exemple, on parle de données massives en assurance. Ça, en fait, c'est un large programme de recherche qui est mené. Et à la limite, j'aurais pu l'intégrer dans les projets majeurs de l'Institut également. Donc, pour essayer de développer, de pousser plus avant plein d'aspects relatifs à l'usage des données, à l'usage de technologies supportées par l'IA dans le domaine de l'assurance. Donc, on est en plein là-dedans et c'est un programme qui est à peu près à mi-parcours actuellement, là, 2 ans et demi sur 5 ans environ. Et qui pourra, je pense, amener des impacts et des manières de faire assez intéressantes de ce côté. Hors de l'assurance, en fait, un autre projet majeur donc, qui est annoncé, je pense que ça fait 2 ans déjà, santé et toxicité des communautés en ligne. Donc, un projet qui vise essentiellement, on parle beaucoup de toxicité dans les communautés web, et bien de quelle manière on peut l'analyser, de quelle manière on peut intervenir, de quelle manière on peut évaluer et bonifier, dans le fond, le discours courant par le biais de l'intelligence artificielle et de quelle manière, dans le fond, on est capable, au bout du compte, d'entraîner l'intelligence artificielle pour comprendre des fils de conversation et pas nécessairement juste dans les mots choisis, mais dans le contexte dans lequel les mots sont utilisés. Donc, à la limite, on se dirige tranquillement vers une interprétation émotive presque du discours par le biais d'une intelligence artificielle dans un programme comme celui-là. Autre exemple, mettre l'IA au service de la diversité culturelle. Donc là, on est dans un projet qui est subventionné par l'Obvia, où une chercheuse de la faculté de droit, en collaboration avec une panoplie de chercheurs, je pense qu'ils sont vraiment beaucoup sur ce projet-là, et ils vont essayer de voir de quelle manière, dans le fond, on pourrait utiliser des technologies liées à l'IA pour soutenir la visibilisation en ligne de la culture d'ici. Donc, entre autres, avec des algorithmes de recommandation. Donc, c'est un beau point de départ pour ensuite développer d'autres méthodes et approches là, qui vont permettre de valoriser la diversité culturelle. Donc, plutôt que l'IA et que les algorithmes de recommandation viennent un peu écraser et limiter, dans le fond, notre horizon, bien que ça vienne plutôt l'enrichir et soutenir, dans le fond, une découvrabilité large. Portrait du risque lié aux inondations au Québec, ça, c'est un projet qui, je pense, il y a 3 ans déjà de cumulé. Donc, c'est mené par des gens de géomatique, Thierry Badard en tête, et c'est dans la foulée un peu des inondations qui avaient eu lieu, je pense, entre autres en 2019, là, ça avait été assez spectaculaire. Dans le fond, il y avait eu des projets plus de génie civil qui avaient été mis en place, mais également des projets relatifs à l'usage des données. Donc, de quelle manière on est en mesure de mieux gérer les données dans les zones à risque pour faciliter ensuite la réaction, évidemment, gouvernementale, mais aussi la réaction sur le plan des assurances. Donc, comment réussir à bien évaluer plus facilement, avec plus d'efficience, la valeur de ce qui a été détruit, modifié et comment intervenir de manière un peu plus souple aussi. Donc, encore là, il y a beaucoup de données cadastrales qui peuvent être utilisées, des données de valeur portées par les municipalités, entre autres. Donc, ça s'intéresse, entre autres, à ces aspects-là. Et dernier petit exemple, je vais aller chercher du côté médical, c'est Arnaud Droit, en fait, qui a plusieurs projets du genre où, dans le fond, on essaie de développer des nouveaux outils pour faciliter
la recherche et l'analyse de données. Et lui, entre autres, a mis en place Kibio, qui est un outil qui permet de connecter différentes banques biomédicales pour ensuite, un peu dans les exemples que Julien allait chercher, on est dans le médical, dans des données non structurées assez variées, mais comment réussir à les mettre ensemble et à mieux les connecter? Bien, ça, c'est un exemple d'initiative qui vient répondre en partie à certains de ces enjeux. Alors, c'est très rapidement 5 exemples de projets. J'aurais pu m'étendre là-dessus. Je pense qu'on en a un peu plus d'une dizaine sur le site Internet et des chercheurs eux-mêmes en ont pratiquement plus d'une cinquantaine. Donc, on est en pleine exploration de tout ça aussi et de découverte constante de ces projets extrêmement stimulants qui sont développés à partir d'ici. Et tout ça dans le contexte où l'idée vise, je le rappelle, à réunir les forces via la recherche et l'innovation en intelligence artificielle et en valorisation des données dans la région de Québec. On a vu aujourd'hui donc pourquoi c'est important de le faire, dans quel contexte et autour de quelles technologies, de quelles approches on le fait, et également qu'est-ce qu'on vise à faire par le biais de la recherche, par le biais de formation, par le biais d'activités, d'actions, de rayonnement pour stimuler justement ce bel écosystème dans lequel on se trouve ici à Québec, un écosystème que vous avez vu qui est très large et vaste. Je vous invite à nous suivre, évidemment, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur l'Institut, sur ce qu'on fait, sur les nouvelles du milieu, du domaine, les activités, donc en vous rendant sur iid.laval.ca. On est également sur l'ensemble des médias sociaux, donc vous pouvez nous y trouver également extrêmement facilement. Alors voilà, merci beaucoup pour votre attention. Julien et moi sommes disponibles pour quelques questions. Je pense qu'il reste encore un peu de temps de ce côté. Oui, certainement. En fait, si vous permettez, messieurs, quelques questions avaient été formulées au préalable par les participants. Et puis, j'aimerais qu'on en adresse quelques-unes. Entre autres, pour monsieur, madame, tout le monde, pour le professionnel, pour le dirigeant d'entreprise, par où commencer si on souhaite commencer à utiliser l'intelligence artificielle dans notre travail ou dans la vie de tous les jours, finalement? Julien, je te laisserai ça. Oui. C'est vague et c'est vaste comme question, oui. Évidemment, mais si on souhaite, si par exemple, là, à la Fondation de l'Université Laval, on souhaite mettre de l'avant ou utiliser davantage l'intelligence artificielle, par où commencer en fait? Bien, en fait, je pense qu'un des éléments importants, c'est qu'il faut pas, ce qu'il ne faut pas dire, c'est « OK, je veux utiliser l'intelligence artificielle, comment je fais ?» Je pense que ce n'est pas tout à fait la bonne approche. La bonne approche, selon moi, c'est « j'ai des problèmes à résoudre » qui nécessiterait une réflexion un peu plus poussée, enfin, où les décisions qui doivent être prises sont un peu plus poussées que des règles assez simples et surtout des décisions qui s'appuient sur des données que j'ai à ma disposition. Donc, une fois qu'on a un peu ces deux éléments réunis là, on va être capable de dire « OK, j'ai des données, je suis capable d'aller en chercher ». J'ai un problème à résoudre, des décisions qui se prennent sur ces données-là, là, on est peut-être capable de dire oui, OK, là, on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour essayer soit de simplifier la tâche des gens qui les prennent tous les jours, ces décisions-là, soit de les aider en fait à prendre ces décisions, à la limite de dire prendre tous les cas faciles, c'est plus la machine qui va aller proposer, puis la personne a juste à réfléchir, à accepter ou pas. C'est plus un peu dans ces optiques-là qu'il faut aller, plutôt que dire je veux utiliser de l'IA, je fais quoi? Okay. J'ajouterais peut-être en fait en lien avec une conversation que j'avais avec une de nos chercheurs en assurance, Marie-Pierre Côté, qui disait il faut aussi grader la solution. Dans le fond, on n'a pas nécessairement besoin au départ d'approches très complexes d'intelligence artificielle. Des fois, c'est des approches de forage de données dont on a besoin. Des fois, des approches qui sont moins technologiques, qui vont répondre aux besoins existants. Donc, je pense que le point que Julien amenait sur le fait qu'il faut connaître notre besoin d'abord et ensuite voir quelle technologie peut répondre à notre besoin, c'est la clé. La technologie ne doit pas être, ne doit pas être la solution. La solution n'est pas la technologie. La solution est un moyen. La technologie est un moyen pour répondre. Il y a un outil pour cette solution-là. Parfait. Une autre question qui nous provient de Carole Rivard-Lacroix. La conscience de soi sera-t-elle un jour possible pour une intelligence artificielle? La grande question. Question difficile, parce que c'est difficile de prévoir le futur, en fait, mais je vais donner juste mon avis personnel. Là,
pas vraiment un avis scientifique parce que je n'ai pas vraiment d'éléments concrets pour le dire, mais ce que je pense clairement, c'est qu'avec les techniques qu'on a actuellement, la réponse est non. L'exemple que je peux… Ce qui me donne un peu cette idée-là, c'est que récemment, cet été, en réalité, il y a un modèle qui est sorti qui s'appelle GPT-3, qui est un modèle de traitement de langage naturel, qui est un des plus gros modèle, si ce n'est le plus gros modèle qui a été généré avec des milliards de paramètres, ça prend des quantités de machines énormes juste pour le faire tourner. C'est un modèle qui est capable de générer du texte de manière assez impressionnante et de manière très cohérente, mais c'est surtout un modèle où on s'aperçoit en analysant le texte qu'il fait qu'il ne comprend pas ce qu'il génère. Et donc, ça veut dire que c'est un modèle qui n'est pas capable justement d'avoir la conscience de lui-même. Ça c'est évident. Là où ça pose la question, là où on dit, il suffirait d'avoir un modèle encore plus gros et plus gros et plus gros. La question qui se pose, et là je ne sais plus si c'est de la science ou de la philosophie, mais c'est est-ce que le fait d'aller vers la force brute, c'est-à-dire d'avoir toujours des plus gros modèles de plus en plus importants, est-ce que ça va finir par déclencher la conscience? Personnellement, j'en doute. Mais là, après, je ne peux pas aller vraiment plus loin dans la réflexion. Mais avec les technologies actuelles, je pense que ce n'est pas possible. Une autre chose aussi qu'il faut indiquer quand même, c'est qu'on est dans un contexte où on sait que les ressources naturelles commencent à être un peu plus limitées, et notamment l'énergie. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que des modèles de plus en plus gros, c'est des modèles qui consomment de plus en plus d'énergie. Et imaginons qu'il faut 1 million de fois plus gros que GPT pour avoir une conscience, ça nécessiterait des quantités phénoménales de mégawatts, pour même des gigas ou des térawatts, juste pour faire tourner le modèle. Et là, avec les technologies actuelles. Donc là, clairement, même si théoriquement c'est possible, je pense que d'un point de vue énergétique, ça ne l'est pas et ce n'est peut-être pas souhaitable. Bon, c'est un peu les pistes que je peux amener pour l'instant, mais je n'ai pas de réponse absolue à cette question, malheureusement. C'est très bien. Écoutez, messieurs, merci. Merci infiniment d'avoir pris le temps de discuter intelligence artificielle avec nous aujourd'hui, d'avoir présenté un peu ce que fait l'Institut Intelligence et Données et toute la recherche qui se fait sur le campus de l'Université Laval. Alors, c'est tout à ce qui nous concerne aujourd'hui. Merci à tous les participants d'ailleurs qui se sont joints à nous dans la dernière heure. Alors, merci. Une belle semaine ULaval pour toujours à tous. Et puis, une belle journée. Merci à vous.